Peux-tu me citer la liste des principales erreurs judiciaires depuis la Deuxième Guerre mondiale? La fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, alors, donc j'avais préparé une liste. Il y a eu en fait, depuis 1945, 10 décisions qui ont été ordonnées où les condamnés ont été rejugés et acquittés. Et alors les principales, alors dans ces affaires sont les suivantes. On a l'affaire Roland Agret, dit quelque chose, Ouais. en 73. Ensuite, on a eu les Azimani et El Jabri. On a eu l'affaire Monique Caz, Rida Dallot, Jean Dehaye, Jean-Marie Deveau, Patrick Dils, vous en aviez parlé dans une précédente vidéo. Et puis nous avons l'affaire Marc Machin et Guy Mauvilien, et enfin Loïc Sécher en 2011. Voilà, ça nous fait 10 affaires, mais en fait, reconnues en France, il y a eu 18 dossiers. Bon, on n'a peut-être pas tout parce que les archives ont pu se perdre, mais la première, c'est l'affaire Jean Rennes, à Douai, qui remonte en l'an de grâce 1364. Voilà. D'accord. Bon. Alors bien sûr, on a l'affaire Dreyfus, bien, on a d'autres affaires, bon, mais bon. C'est depuis 1945 10 dossiers reconnus comme erreurs judiciaires. L'affaire d'Outreau, alors il y a une particularité, c'est que on considère que bien sûr c'est une erreur judiciaire dans le grand public, mais juridiquement ce n'est pas une erreur judiciaire, puisqu'en fait une partie a été acquittée à l'audience, et puis en appel, la seconde partie des accusés a été acquittée. Donc finalement, on n'est pas allé jusqu'à la condamnation. Il y a des peines de prison du fait d'un arrêt de cour d'assises. Il y a eu quand même en 2 ans de mémoire, en 2 années d'instruction, 2 années d'instruction multipliées par le nombre de suspects. Le juge d'instruction a quand même distribué, je crois, 27 années de prison. C'est quand même conséquent. Mais ce n'est pas considéré juridiquement comme une erreur judiciaire. Stricto sensu. Alors en fait, on s'aperçoit que il y en a peu. Il semblerait qu'il y en ait un peu plus à partir des années 2000, mais peut-être que les techniques d'investigation, comme l'ADN, permettent de déceler plus facilement ce qui peut être une erreur judiciaire, une mauvaise incrimination. Alors ça pose le problème peut-être des causes de l'erreur judiciaire. Ouais. Et quelles sont les principales causes alors? Oui, alors, moi j'en avais répertorié 7. 7, et dont certaines, à mon avis, sont plus importantes. J'en avais parlé la dernière fois, c'est l'obstination à ne suivre aucune théorie. C'est comme dans l'affaire Dils, je vois l'inspecteur Darlet, de mémoire, est persuadé dès le départ que c'est Dils, que c'est personne d'autre. Donc il va faire toute non pas une instruction, parce qu'il n'est pas juge d'instruction, mais il va faire une enquête qui va être à charge. Alors l'enquêteur, évidemment, comme le juge d'instruction, instruit ou enquête à charge et à décharge, il doit rester dans la neutralité, l'objectivité. Donc l'obstination à ne suivre qu'une théorie, c'est ce qui arrive en première cause. Et souvent ça peut procéder de gens qui, comme les experts aussi, qui est une autre cause fréquente d'erreur judiciaire, la faillibilité des expertises scientifiques ou des experts scientifiques qui sentent que si ils ne vont pas dans le sens qui est attendu, ne sont peut-être plus nommés dans les expertises et rendent des expertises conformes à ce qui, semble-t-il, pourrait être attendu. Et puis des experts aussi qui peuvent tomber amoureux de leur théorie. Mais on le trouve également en matière civile, pas seulement en matière pénale, ou dans le droit de la construction, des experts qui disent « Ah ben oui, la cause de l'origine des désordres, et ça, c'est ça ». Et ils tombent amoureux de leur idée, et ils ne veulent plus en démordre. Il n'y a rien à faire. Bon. Ça, c'est une deuxième cause. Vous avez les erreurs d'identification, les faux témoignages. Alors les faux témoignages, moi je me souviens, il y a longtemps, le barreau s'était diverti à faire un micro-trottoir
à l'occasion des fêtes de fin d'année, bon, etc. Et puis il y avait un vieux magistrat à Grasse qui n'est plus là et qui portait un béret. Alors, peu importe le nom, on va l'appeler Monsieur Martin, peu importe. Et donc, des confrères interrogeaient les gens sur la croisette en disant, bon, est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire du vol du béret de Monsieur Martin? Rien que l'intitulé, on s'aperçoit que c'est un truc de potage, quoi. C'est pour rigoler. Enfin, tu te dis, monsieur, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Alors les gens répondaient. Alors il y a des gens qui disaient, bon, je sais pas, je n'ai pas entendu parler. Puis des gens qui répondaient, ben oui, oui, j'ai entendu parler. C'est fictif. Oui, oui, j'ai entendu parler. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on va peut-être retrouver des coupables. Ah oui, oui, alors j'ai suivi cette affaire, effectivement. Moi, je pense que les coupables seront bientôt démasqués, ou on les a déjà démasqués. Et les gens. Alors, là, tout le monde sait ce qu'elle a fait. Et moi, je me souviens que j'ai trouvé ça dramatique, en fait. Bon, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Et je dirais même que c'est pas drôle du tout. Non, parce que c'est à la limite de la manipulation. Oui, mais parce qu'il y a une caméra, les gens se croient obligés d'aller dans le sens qu'on attend. Mais tu vois, ce qui est dramatique, c'est que des gens, sur une histoire qui est complètement inventée, et qui est loufoque, et qui est visiblement, apparemment loufoque. Donc normalement, ça devrait dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous me racontez, l'histoire du béret de monsieur Martin? Ça n'a aucun sens, c'est quoi? Et qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça, bon, ça existe? Non, non. Ah bon, oui, oui, j'ai entendu parler, ils ajoutaient. C'est des gens sous la Révolution, ils t'auraient fait couper la tête en moins de deux, quoi. Mais c'est dramatique. C'est pas drôle du tout. Tu vois? Alors, il faut savoir que ça existe. Alors, tu as des gens comme ça qui viennent témoigner ou pour faire les intéressants, je sais pas, pour avoir des récompenses. Voilà. Ça, c'est une cause, mais une cause réelle. Là, on a touché du doigt. Et ensuite, autre cause, l'erreur dans l'interprétation des preuves. Alors, c'est l'incompétence des experts. Bon, ça rejoint la faillibilité aussi des expertises scientifiques, due aux méthodes ou due aux personnes. Alors, plus grave, enfin, la fabrication de preuves par la police, les experts ou les protagonistes. Alors, évidemment, quand on commence à toucher au CD, quand on commence à effacer le contenu de l'appareil photographique, quand on estime que l'enquête est terminée et puis on nettoie la scène de crime alors qu'on devrait la laisser intacte parce que peut-être que c'est pas terminé. Effectivement, alors ça peut être une légèreté coupable, un manque de professionnalisme, enfin quand même on passe par des écoles de police, donc l'école de gendarmerie, donc il y a des méthodes, donc à ce moment-là on rentre dans la mauvaise foi. On rentre, et ça, là c'est grave, parce que la personne qui est chargée de faire éclater la vérité, enfin d'apporter des éléments, justement, va commencer à les travestir. Alors là, bon, alors c'est un problème à deux titres. Premièrement parce que ça va induire l'erreur, le ver dans la pomme, ça va induire l'erreur sur toute la chaîne pénale. Alors souvent on dit ouais mais les juges n'ont pas su juger, l'impartialité, la collégialité, le juge d'instruction, homme le plus puissant de France, voilà, la collusion entre le parquet et le siège. Il y a une soumission peut-être à l'autorité du juge aussi, oui, mais qui influence les jurés aussi. Oui, voilà. Mais quand tu te situes au départ, oui tout à fait, mais ça c'est le président qui préside, selon sa personnalité, avec la robe rouge, l'hermine, les décorations, la Légion d'honneur, bon le juré tendance à naturellement avoir non seulement le respect, mais à vouloir se ranger peut-être inconsciemment à son avis, parce que lui, le président, il sait. Quoi. Bon, mais c'est à lui de se mettre en retrait. Il y en a qui le font, pas un problème ça. Non, c'est le problème de l'enquêteur qui part avec une idée toute faite. Hein. C'est l'enquêteur qui est obstiné à ne suivre aucune théorie dont il est tombé lui-même amoureux, et il va aller voir le juge d'instruction, lui dire non mais moi qui suis sur le terrain c'est comme ça, hein. C'est lui ou c'est elle. Hein. Voilà. Et ça part comme ça, le juge d'instruction ensuite part dans cette direction, parce qu'il faut bien quand même à un moment donné, comme il n'est pas sur le terrain, ou beaucoup moins que l'enquêteur, il faut bien quand même qu'il fasse confiance. S'il ne fait pas confiance à des OPJ, des gens qui sont assermentés, à qui veux-tu faire confiance? C'est là qu'est le problème. Moi je pense que l'erreur judiciaire, si elle existe, quand elle existe réellement,
quand on n'est pas dans des histoires politiques ou autres, l'erreur judiciaire, c'est quelque chose qui tient sa source sur le terrain. Et qui est sur le terrain? Voilà, c'est ça le problème. Et puis donc c'est une question, alors aussi bien pour tout le personnel judiciaire que les avocats d'ailleurs, et les enquêteurs, police ou gendarmerie, c'est une question de personnalité, c'est une question de formation. Donc c'est la culture du doute, bien sûr. Enfin, on ne peut pas douter non plus sempiternellement, il faut bien prendre des décisions dans les dossiers, il faut avancer. Donc il y a une question de formation, parce qu'on peut avoir le meilleur code de procédure pénale hein, et le meilleur code pénal, et puis être très répressif. On peut avoir des codes très répressifs, et puis statuer avec beaucoup de recul, de pondération, je ne sais pas dire d'équité, parce que c'est interdit, mais avec pondération, voilà, avec intelligence, avec équilibre. Voilà. Donc c'est pas le code qui fait tout. C'est pas le fait d'être un ou plusieurs à juger. C'est le fait d'avoir une culture du droit stricte et de savoir utiliser les éléments objectifs d'un dossier et de peser le pour et le contre. Mais surtout, d'arriver à avoir une chaîne logique, rationnelle, cartésienne d'éléments objectifs qui permettent de dessiner une vérité. Et preuve à l'appui. Voilà. Donc ça pose aussi la question de... certains disent, bah alors quelles sont les solutions? Quelles solutions pour remédier à ça? Ben, c'est ce que je viens de dire, ça tient la solution, c'est pas faire X réformes. Chaque fois qu'on a un garde des Sceaux, c'est pas faire une nouvelle réforme de la justice, de juge d'instruction, etc. Ça sert à rien. Puis on voit, on fait passer des réformes, qu'est-ce qui change? Ce qui compte, c'est une formation intellectuelle et humaine de celui qui doit rendre la justice, qui est un privilège et qui est donc une charge, un honneur, et une charge très lourde. Alors certains disent, mais j'ai vu ça quelque part. Oui, mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, en dehors des éléments du dossier, la chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est aussi l'intime conviction. Et il me semble l'avoir vu, je l'avais noté quelque part. Et je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste, c'est même dangereux. J'estime qu'on peut avoir une intime conviction, mais on ne doit pas s'y fier. Alors il y a un très beau texte, qui est l'article 353 du Code de procédure pénale, dont je vais faire la lecture. Et c'est ce que lit le président ou la présidente de la cour d'assises au moment où la cour se retire pour délibérer avec les jurés. Écoute bien le texte, il est bien rédigé. J'ai toujours trouvé que c'est un très beau texte. Bon, je saute un alinéa. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles auxquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement. On voit l'influence de la culture judéo-chrétienne, à mon sens. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? C'est un beau texte, hein, bien écrit, et qui... Un peu complexe, un peu... Oui, et qui est très humain, qui fait appel à toute notre culture chrétienne, judéo-chrétienne, et humaniste aussi, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas ça qu'il faut. Moi, je suis... c'est bien, mais seul compte les faits et la chronologie. Voilà. Alors à partir de là, on peut parler d'intime conviction. Mais je trouve qu'on rentre dans le subjectivisme. Or moi, je suis pour une
une recherche radicale. Et non pas une recherche dans la conscience, le silence, le recueillement de soi-même, la salle d'interrogation qui doit, etc., même en toute impartialité si possible. Je ne suis pas dans cette optique-là, et seul compte les faits, seul compte la chronologie, seul compte les examens qui ont été faits. Voilà. Voilà en quoi je peux croire. Et là, avec ça, je pense qu'on peut arriver à limiter le nombre d'erreurs judiciaires, étant observé qu'une erreur judiciaire, c'est quelque chose qui n'est ni politique, ni raciste, ni antisémite, et ça procède. Alors, évidemment, ça peut procéder soit de la volonté d'un enquêteur ou voire d'un juge ensuite induit en erreur, d'aller dans cette direction. Voilà. Mais quand on prend par exemple le cas du juge Burgot dans l'affaire Doutreau, il aurait dû quand même se rendre compte, même s'il avait été induit par un enquêteur en erreur, que par des reconstitutions matérielles, quand il y a des... D'abord, alors c'est vrai que c'est du subjectivisme, quand on voit... comment elle s'appelle, celle qui montait comme une arracheuse de dents, hein, Myriam Adawi, hein, c'est ça. Hein. Bon, c'est vrai qu'on peut... Mais on ne doit pas avoir d'a priori, mais c'est vrai qu'on se dit... Ça tient pas la route. Tient pas la route, hein, t'es d'accord? Bon, voilà, se poser quand même des questions, quoi. Puis alors, on a l'impression que c'est elle qui a fait l'instruction, quoi. On a l'impression que c'est elle qui a fait aussi le procès, quand le procès a débuté. Bon, ben, il y en a la moitié, finalement, j'ai menti, donc, alors on les relâche. Et puis, il y a finalement, on appelle, ah ben non, il y a l'autre moitié aussi, elle est innocente. Ah ben alors, donc on les relâche. Alors question. Si elle n'avait pas dit, je reviens sur ma position, il se passait quoi? C'était pas relâché. Ils n'étaient pas acquittés, ils n'étaient pas... le procès continuait alors. Donc tout d'un coup, on s'aperçoit dans l'affaire Doutreau, c'est pas une erreur judiciaire, mais c'est pire peut-être qu'une affaire judiciaire. Qu'une erreur judiciaire, pardon. C'est peut-être pire que ça. C'est tout d'un coup le système qui se met à suivre une menteuse invétérée, une espèce de peut-être de psychopathe, je sais pas, hein, mais voilà, quoi, quelqu'un qui... et quand elle dit bah, c'est blanc, quand elle dit bah, c'est gris, quand elle dit c'est noir, bah, oui d'accord, et on suit comme ça. C'est quand même lourdement inquiétant. Quoi. Alors le juge, monsieur le juge, aurait dû, à un moment donné, peut-être, avant d'en arriver là, aurait dû peut-être se poser des questions à son sujet, et aurait dû aussi faire de la constitution, s'apercevoir quand on disait oui, il y avait X personnes dans la salle à manger des intels où se pratiquaient des espèces d'orgies, se rendre compte que même 10-12 personnes au maximum y tenaient, il y a sans doute dans le dossier d'autres éléments comme ça, et se dire, ben non, mais elle me raconte n'importe quoi, elle ment, quoi. C'est pas possible. Et à ce moment-là, avoir effectivement une culture du doute, et revenir aux enquêteurs en disant, mais attendez, qu'est-ce qu'on m'a raconté là? Ça va pas, j'ai rien dans le dossier. Si je menace pas ou si je récompense pas, d'après ce que disaient les accusés d'Outreau, bon, bah, j'ai pas de résultat. Mais j'ai pas à menacer ou à récompenser en promettant éventuellement une remise en liberté et pour obtenir des aveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc toujours les éléments objectifs et ne jamais sortir de là. Voilà. Puisque le temps passe, effectivement, je voulais quand même donner, si tu veux, pour finir, quelques chiffres. Parce qu'on parle des affaires, ces affaires-là, l'impression que, évidemment, par les médias, ça remplit tout l'espace, et que on a l'impression que les juges se lèvent le matin en se disant tiens, si on pouvait écraser entre nos mains le pauvre justiciable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La justice en France, quand même, est plutôt bien rendue. Plutôt bien rendue. Parce que ce qu'il y a de bien avec les chiffres, c'est qu'avec les chiffres, on ne parle pas, on compte. Alors on va compter. On va terminer comme ça, avec quelques chiffres. Les chiffres, c'est justice.gouv.fr, budget statistique pour 2015. C'est un rapport. Voilà. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même eu, alors, en matière pénale, et en ce qui concerne les crimes, parce que c'est souvent là que l'erreur judiciaire peut venir se placer, puisqu'on est sur ce domaine-là, il y a eu 2365 crimes ayant fait l'objet de jugements en 2015. Alors, je vais prendre la période de 2000 à 2015, ça fait 16 ans, 2000 inclus à 2015 inclus. Si je multiplie par ce nombre d'années, le nombre d'affaires jugées aux assises, on arrive à environ 37 000 dossiers qui ont été traités.
Depuis l'année 2000, on l'a vu tout à l'heure, en matière d'erreur judiciaire, on a eu 4 cas, plus un ou trop. D'accord? Un cas qui est plus qu'une erreur judiciaire. Mettons 5 cas alors, 5 dossiers. Ça représente combien en pourcentage par rapport au volume d'affaires traitées sur 15 ans ou 16 ans? Infinitésimal, oui. Oui, ça fait 0,01%. Voilà. D'accord? Alors, depuis les erreurs judiciaires de 2018, alors bon, pas compter ça parce que il y a des périodes où on n'a pas trouvé dans les archives, bon, voilà. Mais donc, pour prendre l'actualité la plus récente, donc, on a il faut retenir le chiffre, 0,01% d'erreurs judiciaires en matière criminelle sur les 15 ou 16 dernières années. Voilà. Alors ce sera l'objet d'un prochain... Ouais, c'est ma conclusion, et on verra, j'avais promis déjà la fois précédente, mais les choses avancent de manière différente. Je verrai à travers un cas un peu peut-être archétypal, les éléments à charge et à décharge à partir d'éléments objectifs. Et comment faut-il trancher?